Les transformations nucléaires. Avant d'attaquer ce court chapitre, on va se rappeler juste une petite règle de base. Jusqu'à présent, depuis la cinquième, depuis la quatrième, on n'a parlé que de chimie. Dans une transformation chimique, on agit uniquement sur les électrons. Et même pour être encore plus simple, on agit sur les électrons de la toute dernière couche, tout à l'extérieur de l'atome, ce que l'on avait appelé les électrons de valence. C'est-à-dire que dans une transformation chimique, soit les atomes vont s'échanger des électrons pour former un ion plus et un ion moins, soit ils vont mettre des électrons en commun pour créer une liaison covalente. Donc on agit que sur les électrons et ça, c'est la chimie. Dans une transformation nucléaire, on va cette fois-ci agir sur les nucléons, c'est-à-dire sur le noyau de l'atome. Alors, petit rappel indispensable pour bien comprendre de quoi on parle. Et pour ça, on va se baser, comme on l'a déjà fait dans le chapitre sur l'atome, sur la petite simulation du fait. Donc un atome est donc constitué d'un noyau autour duquel tournent les électrons. Dans ce noyau, il y a ce qu'on appelle des nucléons. Les nucléons, les particules du noyau. Ces nucléons sont de deux types, les protons et les neutrons. Donc la particule la plus importante pour savoir de quel atome il s'agit, c'est le proton. Si je mets un proton, j'ai de l'hydrogène. Si je mets un deuxième proton, je me retrouve avec de l'hélium. Si je mets un troisième proton, je me retrouve avec du lithium. Et ainsi de suite. Chaque fois que je rajoute un proton, eh bien je change d'élément. Donc le nombre de protons, c'est lui qui détermine de quel élément il s'agit. Depuis l'hydrogène, qui est l'élément le plus simple, qui n'a qu'un seul proton, jusqu'à l'élément le plus complexe, qui va avoir 118 protons et qui est le numéro 118 du tableau périodique. Donc le nombre de protons définit mon élément et c'est pour ça qu'on va l'appeler numéro atomique. On l'appelle aussi nombre de charges, puisque ça correspond au nombre de charges plus qu'il y a dans mon noyau, et vous savez que ça correspondra aussi au nombre de charges moins, donc d'électrons qui vont tourner autour. Si je regarde mon atome, mon noyau, je vois qu'il est instable, parce que tous ces protons sont chargés, ils sont chargés plus. Et si vous avez déjà joué avec des aimants, vous savez que plus, ça se repousse. Donc je vais être obligé de séparer mes charges plus en rajoutant de l'isolant entre mes charges plus, et ces isolants, c'est ce qu'on va appeler des neutrons. Donc je rajoute des neutrons, et quand j'ai rajouté assez de neutrons, mon noyau devient stable. Vous voyez qu'ici, j'ai rajouté 6 neutrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais mes 6 protons, et donc j'ai bien 12 nucléons, 12 particules dans mon noyau. Je constate que je peux rajouter des neutrons, je peux en mettre 7, je peux en mettre 8, et j'obtiens à ce moment-là ce qu'on appelle un isotope. Donc là, mon élément, c'est le carbone, j'ai différents isotopes du carbone. J'ai le carbone 12, qui est le carbone le plus courant, j'ai le carbone 13, j'ai le carbone 14 qui est instable. Cette fois-ci, il n'est plus instable parce que j'ai pas assez de neutrons et donc que j'ai pas suffisamment de neutrons pour séparer mes protons. Cette fois-ci, il devient instable parce que j'ai trop de neutrons et donc mon noyau est trop gros, trop lourd et il va finir par casser. Donc juste pour rappel, le nombre de protons, le numéro atomique, on le note Z. Le nombre de nucléons, les protons plus les neutrons ensemble, on l'appelle nombre de masse et on le note A. Et le nombre de neutrons qu'on n'écrit jamais, on l'appelle grand N. Donc comme on vient de le voir, certains isotopes de mon carbone, puisque là j'ai fait du carbone, sont instables, soit parce qu'ils n'ont pas assez, soit parce qu'ils ont trop de neutrons. S'ils sont instables, naturellement, ils vont chercher à se transformer pour redevenir stables. Juste une petite précision avant de commencer, Lavoisier s'applique toujours, on a toujours conservation de la matière. C'est-à-dire, et on le vérifiera dans nos équations en dessous, j'ai toujours le même nombre de nucléons au début et à la fin, et je ne peux pas fabriquer de charge électrique. Donc les transformations possibles, elles sont au nombre de 3, en ce qui concerne les transformations spontanées, celles qui existent dans la nature. La première qu'on a trouvée, c'est la transformation alpha.
Elle concerne les noyaux qui n'ont pas assez de neutrons. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le noyau va se casser et une partie va se détacher. Alors cette partie, elle sera pas, c'est pas n'importe quoi, ce sera toujours un noyau d'hélium. Alors un noyau d'hélium, c'est-à-dire 2 protons et 2 neutrons. He pour hélium, 2 protons, et comme j'ai 2 protons et 2 neutrons, ça me fait bien 4 nucléons. He, 2, 4. Comme je sépare 2 protons et 2 neutrons, eh bien mon atome de départ va perdre 2 protons et il va perdre 2 neutrons. Donc son numéro atomique Z va baisser de 2 et son nombre de masse grand A va baisser de 4. 2 protons, 2 neutrons. Alors prenons un exemple. Le polonium 210, numéro atomique 84, est instable et va subir une désintégration alpha pour se transformer au fur et à mesure du temps en plomb. Donc le plomb, c'est le numéro atomique 82. Et comme j'ai perdu 2 protons et 2 neutrons, eh bien j'ai au total perdu 4 neutrons. Donc mon polonium 210 va devenir du plomb 206. Et j'ai donc un petit morceau d'atome, en l'occurrence un hélium 2,4, qui se balade. Si je vérifie, j'avais bien au départ 84 protons, à la fin j'en ai 82 plus 2, 84. J'avais bien 210 nucléons, à la fin j'en ai 206 plus 4, 210. J'ai bien conservation de la matière. Alors la deuxième transformation possible, c'est ce qu'on appelle la transformation β-. La transformation β-, cette fois-ci, elle ne concerne pas les noyaux qui n'ont pas assez de neutrons, mais elle va concerner au contraire les noyaux qui ont trop de neutrons. Donc qui ont besoin de se transformer pour pouvoir continuer à exister. Et cette fois-ci, il va se passer un phénomène assez étrange, c'est qu'un neutron va se transformer en proton. Alors évidemment, c'est pas possible que ce soit juste ça, puisque un neutron n'est pas chargé et un proton est chargé plus. Et on a dit qu'il fallait qu'on ait conservation de la charge électrique. Donc si je fabrique une charge plus, il va aussi falloir que je fabrique une charge moins. Ce qui fait que mon neutron va se transformer en un proton plus un électron. Un plus et un moins, ça s'annule. J'ai bien une neutralité électrique. J'étais neutre au départ, je suis bien neutre à la fin. Alors concrètement, ça nous donne ça. Prenons par exemple l'exemple du carbone 14, C614. On l'a vu dans la simulation, il est instable. Donc ce qui va se passer, c'est que l'un de ces neutrons va se transformer en proton. Donc il perd l'un de ces neutrons. Donc on a bien un nombre de masse 14, j'ai bien du carbone 14. Il perd l'un de ces neutrons qui va se transformer en proton. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien conservé mon nombre de masse, logique. J'ai perdu un nucléon puisque j'ai perdu un neutron, mais j'en ai gagné un puisque j'ai gagné un proton. Par contre, mon numéro atomique a changé. Cette fois-ci, j'ai plus du carbone 14, j'ai de l'azote 14. Et ça tombe bien, l'azote 14 est stable. Donc j'ai mon carbone 14 qui se transforme en azote 14 plus un électron. Alors vous vous rappelez que on le représente par son symbole. On utilise la même représentation pour les atomes. Donc son symbole c'est E pour électron. Nombre de masse 0. Il y a 0 nucléons dans un électron. Nombre de charges, il porte une charge moins. Donc on a une charge moins 1. E moins 1, 0. Et enfin, la dernière de ces transformations, celle qui est encore plus bizarre que les autres, c'est la transformation β+. Alors β+, elle va concerner certains noyaux qui n'ont pas assez de neutrons, et c'est l'exact inverse de la précédente. C'est-à-dire dans la transformation β-, un neutron se transforme en proton, dans la transformation β+, un proton se transforme en neutron. Alors, un proton se transforme en neutron, ça veut dire que je perds une charge plus.
si je perds une charge plus, je serai plus neutre. Donc il faudrait que je perde aussi une charge moins. Eh bien oui, mais je ne peux pas perdre une charge moins parce qu'il n'y a pas de charge moins dans le noyau. Ou alors il faudra aller chercher un électron, mais les électrons sont sur les orbites, ils sont très 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 loin du noyau. Donc je ne peux pas aller récupérer un électron. Donc qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais éjecter une charge plus. Je vais éjecter une charge plus sous forme d'un positon. En français, ou positron, si vous parlez anglais. C'est-à-dire, en fait, c'est le contraire d'un électron. Ne répétez jamais ce que je dis parce que c'est totalement faux. Et c'est surtout une erreur à ne pas faire, mais pour comprendre ce que c'est, ce serait un petit peu comme un électron, mais positif. C'est surtout pas un électron positif. Un électron positif, ça n'existe pas. Mais ce serait le contraire d'un électron, c'est-à-dire une particule positive. Et donc ça nous donne ça en exemple, le bismuth 208, donc l'un de ces protons va se transformer, donc on passe de numéro atomique 83 à 82, donc du bismuth au plomb. Le nombre de masses ne va pas changer parce que je perds un proton mais je gagne un neutron, donc j'ai pas changé mon nombre de nucléons, et j'ai éjecté une charge plus. Donc j'ai perdu un proton, j'ai perdu une charge plus, ici j'ai 83 charges plus, et ici j'ai 82 charges plus une, ça me fait bien 83 charges plus, tout va bien. Donc ça, ce sont les 3 transformations naturelles qui se produisent naturellement tous les jours dans les éléments qui nous entourent. Autour de vous, tout un tas d'éléments chaque seconde se décompose. Dans votre corps, il y a plusieurs millions de désintégrations nucléaires et de radioactivité naturelle chaque jour dans vos atomes de carbone, dans vos atomes d'azote. À ces 3 transformations, on peut ajouter un phénomène un tout petit peu différent, qui est ce qu'on va appeler une capture neutronique. Alors, la capture neutronique est un phénomène naturel, mais ça ne se passe pas partout, parce que vous vous doutez qu'il n'y a pas des neutrons qui se baladent comme ça dans la nature tout seuls sans raison. Mais ce qui peut se passer, c'est que un noyau, s'il rencontre un neutron, eh bien ce neutron peut venir s'agglomérer, se fusionner, s'attacher à mon noyau. Donc cette fois-ci, je ne change pas d'élément. Si j'ai du carbone, je garde du carbone. Par contre, j'ai un neutron de plus, donc mon nombre de masse augmente. J'ai changé d'isotope. Et ce neutron est arrivé avec une certaine vitesse, donc il avait de l'énergie cinétique. Quand il vient taper dans le noyau, il perd cette énergie cinétique, il s'arrête, il reste dans le noyau. Donc il y a de l'énergie là qu'il faut dissiper. Et comment je peux dissiper de l'énergie ? Vous vous rappelez que l'énergie, vous avez vu ça depuis la 5e, il n'y a que 6 formes d'énergie. Nucléaire, là je ne peux pas avoir d'énergie de désintégration d'un noyau, je suis dans le noyau. Chimique, c'est pas possible, je suis plus petit que la chimie. Thermique, oui, mais il faudrait la transmettre à quoi ? L'énergie thermique, il faudrait la transmettre à un autre corps. À quel corps la transmettre ? Je suis dans un noyau isolé de tout le reste. C'est pas possible. Électrique, non, il n'y a pas de courant là-dedans, il n'y a pas de conducteur. De mouvement, non, puisqu'on a dit que justement on perdait de l'énergie cinétique. Et donc il nous reste une seule sorte d'énergie possible, les énergies rayonnantes, c'est-à-dire la lumière, les ondes. Et là, effectivement, on va émettre un rayonnement, c'est ce qu'on appelle le rayonnement gamma. Donc par exemple, j'ai pris un exemple totalement au hasard, un carbone 13 qui se ferait percuter par un neutron, donc un neutron, petit n, pas de charge, un nucléon, et donc ça va me donner du carbone 14. Si je vérifie, 6 plus 0, 6, 13 plus 1, 14, j'ai bien gardé le même nombre de nucléons, le même nombre de charges. Voilà, donc ça c'est les seuls phénomènes qui peuvent changer le noyau d'un atome et qui sont totalement naturels, qui arrivent sur Terre. À cela, on peut rajouter des transformations artificielles, ou en tout cas qui n'existent pas dans la nature sur Terre. La première, c'est la fission nucléaire. La fission nucléaire, on la maîtrise depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis la bombe d'Hiroshima. Donc le principe, il est tout bête. J'accélère un neutron jusqu'à ce qu'il ait une vitesse démentielle proche de la vitesse de la lumière. Je l'envoie
dans de la matière en espérant qu'il aille percuter un noyau. Donc je prends le noyau le plus gros possible, hein, en général de l'uranium. Et quand il va venir le percuter, en fait, sous la violence du choc, mon noyau va se casser en deux. On est bien d'accord que ça le casse en deux, ça le casse pas en deux noyaux identiques. Juste, ça le casse en deux. Et puis en le cassant en deux, il se trouve que ça libère aussi des neutrons. Et ces neutrons-là vont repartir à quasiment la même vitesse que le neutron à la base est arrivé. Et donc vont aller frapper d'autres atomes, d'autres noyaux, qui vont aussi se casser en libérant des neutrons et ainsi de suite. Donc on a une réaction en chaîne. La fission, c'est la seule transformation artificielle des noyaux qui est maîtrisée par l'homme. Donc c'est ce qu'on utilise dans toutes les bombes nucléaires et dans toutes les centrales nucléaires. Alors ça a l'inconvénient que dans toutes les particules qu'on libère ici, là, en général, elles ne sont pas forcément stables. Et en l'occurrence, elles ne le sont jamais. C'est quasiment toujours des éléments radioactifs, c'est-à-dire qui vont avoir tendance à émettre des radiations alpha, bêta-, bêta+, voire des rayonnements gamma. Donc c'est moyen. Il existe une autre solution qui est la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, on sait qu'elle existe parce qu'on la constate au cœur des étoiles. Pour l'instant, on ne sait pas la faire sur Terre, même si avec des lasers très puissants, on arrive de temps en temps à fusionner un ou deux tout petits noyaux. Mais c'est vraiment une piste de recherche, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, parce que ce serait une source d'énergie totalement propre, parce que cette fois-ci, on prend deux noyaux inoffensifs, on les fusionne pour faire un noyau inoffensif, donc il n'y aurait pas de radioactivité dans l'histoire. Et c'est une source d'énergie qui serait quasiment infinie, parce qu'on pourrait fusionner des tout petits noyaux, par exemple de l'hydrogène, pour former de l'hélium. C'est ce qui se passe dans les étoiles de base. Et du coup, de l'hydrogène sur Terre, on en a de manière quasiment infinie, et c'est l'élément le plus présent dans l'univers. Donc ce serait vraiment une source d'énergie propre et infinie. Malheureusement, pour l'instant, on ne sait pas la gérer. On ne l'observe qu'au cœur des étoiles. Et pour l'obtenir, il faudrait arriver à gérer des températures de plusieurs millions de degrés. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. Mais l'idéal, ce serait ça. Ce serait de prendre un petit noyau, de prendre un autre petit noyau, de les faire se percuter à très grande vitesse pour qu'ils restent imbriqués, collés l'un à l'autre. Et éventuellement, on émettrait un proton ou un neutron, ce qui ne serait pas très grave, et dans ce cas-là, on n'aurait aucune radioactivité. Donc ce serait vraiment une source d'énergie totalement propre. À ce jour, en 2020, elle reste utopique, en espérant que ça fonctionne un jour.